Olé! Alors, l'année 2021 est lancée, donc aïe, bonne année et bonne santé! Olé! Oui, il faut prendre des risques, regardez-moi ça! Hop, hop, là, hop, hop. Non, restons calmes. Bonjour, oui, alors plus sérieusement, l'année 2020 a été ce qu'elle a été. Ça fait mal, ça. Ah. Et cette année 2020, donc, antérieure, aïe, mais je me fais mal partout, hein, c'est fou. On dirait un bêtisier, mais non, l'année commence vraiment comme ça, en château-branlance ultime. En tout cas, plus sérieusement, j'espère que vous avez pu passer une année 2020 avec un petit peu de positif et de baume au cœur malgré tout ce qui s'est passé. Pour ma part, en 2020, j'ai eu la chance, grâce à YouTube entre autres, bon, dans ma vie privée aussi, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Donc voilà, sur YouTube en tout cas, j'ai eu la chance de vivre une très belle année 2020 YouTube-ment, on va dire. Et en tout cas, j'ai eu envie de revenir en cette fin d'année 2020 et début année 2021, et donc je la publie seulement maintenant cette vidéo, sur les rattrapages. Et oui, des rattrapages de films de 2019, car j'avais vu beaucoup, enfin, quelques films en 2019, j'avais d'ailleurs consacré un bilan à tous ces films que j'avais vus, et figurez-vous que je n'avais pas vu tous les films que je voulais voir, et donc je me suis dit pourquoi pas en rattraper certains, à savoir en sélectionner 7 parmi tous ceux que je voulais voir, et tout bêtement, sur une semaine, je me suis lancé le défi très marrant, parce que je ne sais jamais ce que je veux voir, donc là au moins j'étais obligé de me cadrer, et j'étais pas en train de réfléchir pendant 3 heures à ce que je voulais voir. Pendant une semaine, chaque jour, j'ai regardé un film de 2019, et donc je vous en propose un compte-rendu ici. Vous avez peut-être déjà vu ces films de 2019, peut-être pas. J'espère en tout cas vous donner envie de les voir. Certains, je donnerais peut-être un petit peu moins envie de les voir ou de les revoir que d'autres, j'en conviens aisément. Et en tout cas, oui, je suis complètement jovial parce que je suis content que ce soit une nouvelle année qui s'ouvre et un nouveau chapitre incroyable. Je vous souhaite donc, avant de me lancer dans des blablabla et des discussions cinéma interminables, mon Dieu, mes pauvres, vous allez avoir du mal à tout regarder. Mais en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous dire... pas de ciao à la prochaine, mais bonne année 2021 et bonne santé. Yeah! L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui, avec spoiler plutôt, et oui, d'Aladin version live action, version plutôt 2019, réalisé par... Guy Ritchie, here! Bon, restons calmes. Alors, j'ai décidé de découvrir, et oui, ce métrage, sorti l'année dernière en 2019, seulement maintenant, suite à Mulan, le live action, sorti sur Disney+ il y a quelques jours, et ça m'a intrigué, j'ai eu envie, oui, de découvrir cet Aladdin. Adaptation donc, à nouveau, et oui, d'un classique Disney sorti au XXe siècle. Je ne sais absolument pas quand il est sorti cet Aladdin, donc je dis XXe siècle, c'est flou, c'est vague, ça m'évite de dire des bêtises. Bien, alors qu'il y a un coup de pétard dehors, non, ça doit être une poubelle qui vient de se péter la figure. Bon, plus sérieusement, si vous voulez... je vais vous expliquer un petit peu, déjà, pourquoi je n'ai pas découvert ce film l'année dernière. Parce que depuis l'année dernière, je vais pas mal au cinéma. Alors pourquoi n'ai-je pas vu ce film l'année dernière? Bon sang de bonsoir. Parce que je n'aime pas Guy Ritchie. Alors attention, pas en tant qu'humain, il est peut-être très gentil, je ne sais pas, mais je veux dire en tant que réalisateur, en tant que metteur en scène, et même en tant que scénariste, je le trouve incompétent, mais vraiment. C'est-à-dire que, c'est un peu méchant, mais... il a fait n'importe quoi avec Sherlock Holmes, mais clairement, Snatch, mais pour moi c'est totalement oubliable, c'est-à-dire je l'ai découvert, mais je l'avais à peine fini, que je ne savais déjà plus ce que j'avais vu, c'est un gros problème. Quand même, on demande un minimum à retenir un film, au moins sur du court terme, là c'était même pas le cas, vraiment, mémoire court terme absolu, quoi, j'ai pas compris. C'est peut-être ma faute, peut-être que je suis Alzheimer, mais problème. The Gentleman, j'avais bien aimé, vraiment apprécié au début, et voilà, et au bout de quelques jours, j'aimais déjà beaucoup moins. Bon, autant dire que, sérieusement, j'ai pas vu d'autres films, je crois pas, de Guy Ritchie, mais j'ai absolument du mal avec le bonhomme, et j'ai pas trop envie de le découvrir du coup, mais pourquoi j'avais quand même envie de voir cet Aladdin? Parce que, je vais pas rentrer dans la polémique de Disney, oulala, ça y est, il n'embauche que des yes man, c'est-à-dire en gros, voilà, vous prenez réalisateur, réalisatrice, vous lui faites faire n'importe quoi et hop, super, on est content. Je suis pas dans cette vision, je suis pas dans cette optique. Ce que je peux en revanche constater,
Et c'est ce qui m'embête avec la plupart de ces films, voilà, donc Disney, réadaptation, réinvention, ce que vous voulez, des classiques qu'on a déjà eu en tant qu'animé. C'est pas forcément visuellement que ça plante, c'est plutôt scénaristiquement. Bien. De ce fait, quand vous adorez un réalisateur qui se retrouve dans un tel projet Disney, ça peut vous énerver. Quand vous n'appréciez pas du tout en soi l'artiste, vous avez beaucoup de mal à l'apprécier et vous supportez pas trop ce qu'il fait généralement, et ben c'est pas plus mal qu'il soit peut-être un petit peu un petit peu cantonné, voilà, une certaine ligne directrice, c'est-à-dire voilà, vous avez la ligne éditoriale, c'est il faut à peu près suivre l'animé quoi, très clairement. Donc là-dessus, ce qui est pas mal, c'est que scénaristiquement, on ne retrouve pas les problèmes du syndrome Guy Ritchie, selon moi, ce qui est donc un bon point. Si ce n'est quand même, si sur un aspect, c'est que Guy Ritchie, pour moi, n'est quand même jamais vraiment fichu de se concentrer sur un seul unique personnage. Il est obligé d'en développer un peu pas mal, au risque en général qu'on n'en retienne pas un spécifiquement et pas un du tout, quoi, assez clairement. Ici, c'est un film Aladdin. C'est très drôle, j'ai découvert ce film, voilà. Et franchement, je termine le film. Ce qui m'a marqué positivement et ce dont je me souviendrai, c'est absolument pas le personnage d'Aladin. Il n'est pas spécialement mis en avant plus que les autres. C'est davantage Jasmine qui a un parcours qui est, bon voilà, un petit peu plus féministe, c'est sûr que dans l'animé, ça c'est clair. Avec des idées, on va dire, des imaginations, des idées de chansons qui sont bien appropriées à son personnage. Voilà, même si on peut se questionner, bon voilà, après sur certains choix scénaristiques, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que la plupart des nouveaux éléments scénaristiques posent quand même fortement question. Le féminisme, c'est très bien. Le féminisme trop appuyé et très mal, des fois, ça devient un peu enquiquinant, c'est-à-dire qu'à la fin, bon, le père a une prise de conscience, sa fille pourra devenir sultane un jour, très bien. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on emprunte un raccourci assez déconcertant. La fille, donc Jasmine, à la fin, t'annonce qu'elle est sultane, ça y est. Elle l'est pas encore, c'est quand même bizarre. Là est la nuance, elle le sera plus tard, elle l'est pas encore, elle pourra le devenir, elle sait que c'est sa destinée, c'est son destin. Mais c'est pas en claquant des doigts là d'un coup que ça y est, je suis devenue sultane, hurrah, et pipi pourra. Enfin, c'est pas comme ça que je conçois la chose si vous voulez. Dans le scénario, il y a des moments quand même de précipitation. Certains comme celui-ci, surtout à la fin du film, hein. Franchement, le scénario à la fin du film patine totalement. Mais allez, on va dire sur les deux premiers tiers, Guy Ritchie, je sais pas s'il est au scénar, j'en sais rien, mais j'ai absolument pas l'impression en tout cas, et c'est donc une belle chose de dire cela. Donc là-dessus, bravo. Visuellement, Guy Ritchie, j'ai envie de dire que c'est quand même un peu brouillon. Au début, ça s'améliore par la suite, notamment avec tout ce qui entoure le génie, visuellement tout ce qui entoure Jafar, pas dans ses thématiques à Jafar, hein, c'est juste le grand méchant random qui a aucun plan, voilà, qui est complètement idiot. Bah, ça c'est le gros problème aussi, c'est que voilà, vous avez 3 vœux. Mon premier vœu c'est d'être sultan, on a envie de dire pourquoi pas. Mais comme le type a envie d'être riche, tu peux être sultan si tu veux, mais pourquoi tu fais pas le vœu d'être riche? Ou au contraire, enfin, ou alors, plutôt, le vœu d'être sorcier. Non, le vœu d'être sorcier, ça intervient qu'en deuxième position. Bon, voilà. Pour moi, c'est le problème, c'est voilà, aussi l'archétype du méchant qui, globalement... le problème du méchant, c'est qu'il est vide, et du coup, il se laisse emporter lui-même par ses dialogues, et t'as l'impression qu'ils sont obligés de changer plein d'éléments, et de rendre le personnage... Enfin, méchant à fond, et il le devient totalement ridicule, quoi. C'est-à-dire que tu te demandes si le type réfléchit 5 minutes à chaque fois qu'il est en train de... Bah, c'est ça. Dès qu'il fait un choix, tu te questionnes sur la priorité qu'il y a apportée, quoi. Il a plusieurs choix à faire, il n'adopte jamais le bon ordre, donc il manque clairement d'intelligence, Jafar. Ça, c'est un problème également. Je suis engouffré dans les problèmes, là. Ah, au secours. Non, mais voilà. Bon. Et disons que, pour revenir au visuel de Guy Ritchie, les courses-poursuites, c'est pas terrible, je dirais, quand ça concerne pas les tapis volants, parce que quand c'est les tapis volants, c'est très bien, quand ça concerne pas les perroquets qui deviennent énormes, et des grands monstres, etc., etc., etc. Quand c'est vraiment des courses-poursuites, je veux dire, bon, vous courez, c'est assez approximatif, quand même. Bon, vous comprenez à peu près qu'Aladin se dirige dans telle direction, et qu'il change un peu tout le temps de direction pour échapper aux gardes, mais disons que le problème c'est que le film aussi, on sent quand même un peu les incrustations à plein nez numérique, quoi. Ça m'énerve parce que tout ce qui est fond vert, etc., en général, ça je le vois pas, et là quand même, des fois j'ai un peu vu que ça, et ça m'a un peu enquiquiné parce que vu que j'ai pas l'habitude de le voir, quand je le vois, ça m'énerve encore plus, je pense que quelqu'un qui a l'habitude de s'en rendre compte, quoi, clairement.
Donc des fois, voilà, vous voyez très bien qu'Aladin, vu comment il se jette au pif dans un endroit, tu sais parfaitement que c'est... Enfin, ça peut pas être réel, quoi. C'est pas forcément un film qui a vocation à être hyper réaliste, hein, pas vraiment et pas spécialement. Donc, à la rigueur, on a envie de dire que c'est fantaisiste. En gros, le type se jette un peu n'importe où et il voit bien où il tombe. C'est un peu l'impro total, quoi. Donc en soi, on peut pas totalement reprocher ça à Guy Ritchie, mais c'est quand même un peu spécial. Après, vraiment, si je devais... Bon là, j'ai englobé un petit peu plein de défauts, parce que qualité, non pas trop, mais si je devais maintenant quand même en arriver à certaines qualités du film, parce que je trouve le film moyen, quoi, moyen plus, c'est que j'ai quand même l'impression que c'est l'un des rares... c'est l'un des rares films Disney là, qui réadaptent donc les classiques animés, qui parvient à utiliser la durée du film à bon escient. Avec le rythme notamment, d'entrée de jeu, on vous explique, c'est un peu bizarre en termes de, de narration pour le coup, mais bon, c'est ainsi. C'est Will Smith qui va vous présenter l'histoire, qui vous raconte son histoire. Et ce qui est pas mal, c'est que pour vous détacher d'emblée, je trouve, de l'original, de l'anime original qui part tambour battant parce qu'il est beaucoup plus court que ce film de Guy Ritchie, vous avez le rythme qui est très posé, c'est-à-dire qu'il vous faut au moins 2-3 minutes pour qu'on vous informe. On va vous raconter une histoire, les enfants, installez-vous confortablement, donc en gros on parle à nous spectateurs, et ça c'est pas mal. C'est-à-dire qu'au lieu de nous précipiter tout de suite dans la bagarre, bon ça intervient 2-3 minutes après certes, mais on essaie de t'installer un tout petit rythme qui n'a absolument rien à voir avec l'original, comme ça tu arrives à t'en détacher totalement. Aux risques et périls, certes, que les fans absolus, ce qui n'est pas mon cas, hein, de l'original Aladdin en animé, quelque part, vous appellent à une vivacité, peut-être, à une rapidité dans le rythme, à un phénomène de non-ennui pendant tout le film, parce que ça va tambour battant, et là vous avez l'impression, peut-être, oui, c'est possible, de voir un film un peu plan-plan, qui traîne un petit peu parfois, donc pour cela, Guy Ritchie, il a quand même fait preuve d'intelligence, il a balancé plein de scènes d'action dès le début, de course-poursuite, ces fameuses courses-poursuites. Voilà, Guy Ritchie a bossé sur le projet, on sent qu'il s'est quand même rendu compte de ce qui n'allait pas forcément bien fonctionner et ce qui n'allait pas forcément plaire. Il a apporté une touche visuelle qui est très différente de d'habitude, et c'est vraiment pas pour me déplaire. Bon, au-delà de l'histoire voilà, numérique, tout ça, où ça me dérange quand même, mais je veux dire, bon, visuellement, sur certains plans fixes, le boulot est bien fichu, clairement. Malgré tout, on en arrive encore à la conclusion suivante, c'est que ça va assez loin dans les thématiques avec Jasmine, mais honnêtement, ce film déjà pour moi devrait s'appeler Jasmine, assez clairement, franchement je vois pas pourquoi le film s'appelle Aladdin, vraiment j'insiste là-dessus, quoi. C'est pas Aladdin, quoi. Aladdin tu le vois 3 secondes, il est en train de subir, je sais pas, mais moi je trouve que la performance de l'actrice, voilà, Jasmine, l'emporte tellement sur le reste que tu vois qu'elle en gros, et c'est très bien, hein, mais derrière tous les autres personnages sont effacés, quoi. Ce qui est un peu bizarre. Et d'ailleurs, j'ai pas été dérangé par la présence de la seule star, on va dire, dans ce film, enfin je crois, c'est Will Smith. Bon, on peut dire qu'il fait du Will Smith si on veut, je sais pas trop à quoi ça correspond, parce que je connais pas bien sa filmo, assez clairement, mais en tout cas, il prend un petit peu trop la vedette par moment, en tant que génie, ce qui a le don de desservir un peu le film, avec ces histoires des 3 vœux, parce que moi j'ai quand même cru comprendre pendant le film, à un moment, qu'Aladin avait rempli ses 3 vœux, enfin qu'il avait décidé d'exaucer ses 3 vœux, et qu'il en avait plus. Et on t'apprend qu'il y en a un autre, donc on comprend, parce que j'avais pas très bien capté l'idée, mais que Will Smith, en gros, il a fait un peu de la corruption en termes de vœux, et qu'il l'a incité à signer des papiers ou je sais pas quoi. Bon, ok, c'est de la bureaucratie, tout ça, super, c'est l'administratif, génial, ça me fait vachement plaisir. Non mais, plus sérieusement, c'est un peu dommage, parce que je trouve qu'il y a des règles dans l'univers qui sont assez biscornues. Je dis pas que dans l'animé ça passe très mal, ça passe plutôt bien, mais là, ici, en live action, t'as l'impression que, voilà, il y a des supercheries un peu bizarres, la manière de piéger le méchant, c'est quand même un peu grossier ici, honnêtement. Et voilà, et le problème c'est que Will Smith prend beaucoup la confiance en tant que génie dans ce film, et non seulement tu crains pas grand chose pour tes personnages, parce que bon, voilà, le problème aussi c'est que tu sais que ça va bien se finir, voilà, spoiler, et surtout, tu te demandes pourquoi on est en train de t'expliquer des règles depuis le début, si c'est pour, grosso modo, pas les respecter ou les esquiver,
mais avec une aisance pas croyable, quoi. Voilà, c'est parfois un peu ce qui me dérange d'ailleurs avec le personnage de Jack Sparrow dans les Pirates des Caraïbes, quoi. Le type, voilà, il est très bavard, il arrive à entourlouper les malédictions, à les contourner. C'est marrant, mais si ça dépasse cet enjeu comique et que ça devient vraiment le cœur dramaturgique du film, à un moment, c'est quand même un peu perturbant, quoi, clairement. Donc, beaucoup de défauts, quelques qualités. C'est vrai que je me suis pas beaucoup attardé sur les qualités, mais voilà, bon, plus j'y pense, plus c'est vraiment très très moyen. La réelle qualité du film, c'est tout ce qui entoure le personnage de Jasmine. En dehors de ça, c'est totalement oubliable. Et voilà, mais au moins, j'ai envie de dire, c'est bien, c'est que la nouveauté, quelque part, l'évolution qu'ils ont apportée à ce personnage dans le film, c'est vraiment c'est le seul sang neuf, on va dire, par rapport à l'animé, et c'est la réelle qualité du film. Donc au moins, ça donne pas l'impression que le film soit paresseux, totalement, même si ça le rend tout aussi moyen pour moi que La Belle et la Bête version 2017, par exemple. Bon, c'est le paradoxe, mais c'est ainsi. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet Aladdin, peut-être l'original et celui de 2019, après tout. Le film 1917 n'a jamais existé. Ah, non, pardon, plus sérieusement. Nous allons désormais nous attarder sur un reboot, et non pas remake apparemment, de la série de films Men in Black. Ici, donc, nous avons Men in Black, non pas 4, mais Men in Black 1 bis, appelé comme ça, qui est cette fois-ci réalisé par monsieur F. Gary Gray, alors pas James Gray, attention. Ça aurait été marrant, remarquez, de le voir réaliser un tel film, mais non, c'est ce monsieur que je connais pas. Et je suis déjà, bon, d'emblée, vous l'avez compris, hein, si je parle ici de ce film, c'est que je ne le découvre que très récemment, mais quand même, je tiens à préciser d'emblée que je n'apprécie pas spécialement les films Men in Black. C'est-à-dire que Men in Black 1 est plutôt chouette, c'est un bon divertissement, ça va jamais chercher plus loin pour moi, par contre, un Men in Black 1, pas du tout. Men in Black 2, c'est déjà extrêmement moyen. Men in Black 3, je n'aime absolument pas. Et je suis pas non plus, voilà, donc un fan hardcore au point d'avoir spécialement envie de revoir tous les films des Men in Black 1 à 3 très régulièrement. Je les ai vus qu'une fois et je suis pas sûr de les revoir peut-être une deuxième fois, mais pas plus de 2 fois à mon avis dans mon existence, quoi. C'est vraiment pas des films qui me marquent, même si c'est plutôt sympathique. Et en soi, ça rejoint quand même plutôt totalement ce film, ce Men in Black International, on va l'appeler comme ça, à la française, parce que... Spoiler! Non, je plaisante, évidemment, pas spécialement de spoiler pour parler de ce film d'ailleurs, mais nous sommes à Paris, de temps en temps, voilà, enfin, nous sommes à Paris, non, nous sommes censés être à Paris, parce que, franchement, on va revenir après sur le scénario, sur les acteurs, sur les actrices, sur l'univers, on va déjà même en parler là, du coup, on voit la Tour Eiffel, bien. La bonne idée, quand même, qui est en lien avec l'écriture du script, l'écriture des enjeux, voilà, c'est que, si vous ne le savez pas, la Tour Eiffel, tous les soirs, elle se met à clignoter toutes les heures, pendant quelques minutes, et vous avez un faisceau lumineux qui parcourt un petit peu un bon petit rayon, je sais pas de combien de kilomètres, mais voilà, moi-même, je suis à plusieurs kilomètres de la Tour Eiffel, on voit très bien le faisceau lumineux, c'est magnifique. Ils ont pris cette idée pour rajouter tout un enjeu, vous vous en doutez, d'extraterrestres, d'aliens, d'arrivée de méchants, blablabla, enfin de méchants potentiels. Là-dessus, c'est bien. C'est pour moi ce que réussit de mieux à faire le Men in Black en général. Prenez des éléments qui sont réalistes, qui existent vraiment, qui sont réels surtout, et après vous rajoutez toute votre fantaisie, toute un peu la magie extraterrestre des Men in Black, quoi, avec des méchants à capturer, ou sont-ils des gentils, il faut attendre, etc. etc. Bon. Là-dessus, vous l'avez compris, pas de problème. L'idée est sympa. Malheureusement, c'est pas la Tour Eiffel ce qu'on voit. Et dans beaucoup de passages du film, désolé, mais numériquement, ça ne va pas. C'est entre le désert qui laisse déjà un petit peu à désirer, et donc cette Tour Eiffel où en gros, dès le début, vous voyez bien que c'est pas la vraie Tour Eiffel, et ça va s'accentuer, cette différence avec la réalité va s'accentuer jusqu'au bout.
je sais pas, les plateaux, voilà, qui sont à chaque étage de la Tour Eiffel, voilà, sont de plus en plus écartés, de plus en plus étirés, on comprend pas pourquoi. Et surtout, les poutres sont de plus en plus aussi distendues, donc vous comprenez pas, vous avez des vides dans la Tour Eiffel, enfin, c'est bizarre. Alors évidemment, la Tour Eiffel, il y a des vides, enfin, je veux dire, vous voyez à quoi ressemble la Tour Eiffel, quoi, mais là, ils se sont pas posé la question de savoir à quoi elle ressemblait, ils se sont encore moins posé la question de savoir pourquoi il fallait rajouter une forêt à quelques mètres de la Tour Eiffel. Il n'y a pas de forêt près de la Tour Eiffel, les enfants. Hein. À Paris, vous avez des bois, vous avez, allez, à la rigueur, le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, mais c'est pas spécialement, c'est pas tout à côté de la Tour Eiffel, il faut marcher un peu. Donc clairement, dans les environnements, le film n'a pas été très bien travaillé. Assez clairement, vous faites un petit peu le tour du monde, vous allez au Maroc, vous retournez à Londres, vous retournez à Paris. Vous vous amusez bien, vous faites une petite aventure sympathique, et pourquoi pas, mais le problème c'est que on croit jamais en ce qu'on voit, quoi. Enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'on sort pas du studio qui réalise le film, enfin qui produit le film, donc qu'est-ce qui se passe, au secours? Et quelque part en soi, c'est assez logique parce que c'est pas vraiment un blockbuster, c'est un faux blockbuster, ça aurait jamais dû être un blockbuster, pour moi ça doit être une sitcom, et c'est pas mal de le dire. Ils auraient dû faire une série avec donc Chris Hemsworth, qui est donc ici l'agent H, et comme il y a H, il y a aussi M pour faire H&M visiblement, il y a donc M avec Emma Thompson, le duo de Thor Ragnarok qui fonctionnait très bien, qui fonctionne à nouveau également. Hein. Ces deux acteurs, faut les mettre ensemble, vraiment une belle alchimie. Je suis même prêt à parier, alors que j'ai détesté Tyler Rake, que si on avait réussi à intégrer Emma Thompson dans Tyler Rake, ça aurait pu être moins pire, largement le film. Hein. Je vais pas hypothéquer non plus là-dessus, faut pas pousser, mais voilà. Bon, les acteurs s'en sortent très bien, mais ils sont pas dans le bon élément, quoi. Voilà, ils devraient pas être dans un blockbuster. Je comprends pas pourquoi ce film est un blockbuster. Ce film est une série de gamineries à la Friends, en gros, très clairement. J'aime beaucoup Friends. Les deux personnages principaux, bon, de rencontre d'autres personnages, un petit gnome notamment, qui a de belles petites répliques à la Alvin et les Shipmates, hein, par contre avec la voix, c'est très drôle, c'est la voix à l'hélium, quoi. Et vous avez pas mal de personnages qui, s'ils sont pas pris dans l'enjeu un peu intergalactique du moment, sont vraiment hilarants. Pour moi, il y a des scènes où j'étais vraiment plié en quatre, parce que c'est assez ingénieux. C'est-à-dire que, lors de moments souvent les plus posés, quand les personnages se mettent à bavasser, il doit y avoir des parts d'improvisation sûrement, c'est vraiment hilarant. D'où la question, pourquoi, ça paraît bizarre à dire, mais c'est comme ça, pourquoi est-ce que dès qu'on me posait la trame... on va dire ça comme ça, la trame intergalactique, oh là là, la Terre va exploser, en gros, j'exagère un peu, mais bon, pourquoi est-ce qu'on a ça? Pourquoi est-ce qu'on se limite pas, entre guillemets, juste à des blagues? S'ils ne savent visiblement faire que cela, parce que c'est pour moi un peu le seul élément positif du film, ce qui est très bien, j'ai pas passé un mauvais moment devant le film, je trouve le film, voilà, sympathique, divertissant, c'est un popcorn movie, rien de plus, rien de moins, c'est tout ce qu'il y a de plus honorable, mais j'ai envie de vous dire que c'est dommage parce que des fois le film vraiment a des éléments qui sont assez innovants, très clairement. Et d'un coup, vous tombez dans des travers ou dans des choses qu'on voit tout le temps en cinéma. Il y a toujours le passage, ça m'agace, hein, la discothèque ou la boîte, enfin voilà, c'est la boum quelque part, super. Vous avez absolument le même enchaînement dans les plans et ça m'agace, quoi. En plus, dans ce film ici, ça suit donc une autre scène qui était assez originale en termes de mise en scène, en termes de surprise avec les environnements un petit peu, enfin les environnements, les accessoires, les ustensiles qu'il y avait à disposition, quoi. Donc là, franchement, avec un petit clin d'œil aussi à Thor à la fin du film aussi, c'est très drôle. Et à un moment, voilà, donc avec cette scène de la discothèque, vous voyez la discothèque, vous entendez de la musique, vous voyez des personnages que vous connaissez pas encore mais qui vont être globalement introduits après, vous voyez les personnages que vous connaissez qui débarquent, et vous voyez tous les personnages qui se regroupent. C'est bon, cette scène, j'en ai ras-le-bol. On perd 20 secondes à chaque fois, ou 30 secondes dans un film, avec ça suffit, passons à autre chose, bon sang. Voilà. Il y a plusieurs scènes comme ça, c'est un film du coup assez hybride, parce que ça oscille entre bonne idée blagounette, quoi, et pas des fautes de mauvais goût, mais parce que il n'y a pas de mauvais goût spécialement dans ce film, c'est juste que c'est un goût qui n'a rien à faire là-dedans, vraiment. Vous avez des méchants, des extraterrestres, vous avez une taupe, alors la taupe, vous voyez qui c'est à des kilomètres là dans leur Men in Black bâtiment là. Donc il y a quelque chose qui cloche, quoi. Clairement, dans le scénario, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Dans l'écriture, je ne pense pas, même si quand même les enjeux intergalactiques en soi ne sont pas vraiment amenés. C'est un peu ça, c'est-à-dire que le personnage d'Emma Thompson,
enfin, je trouve qu'ils ont réussi à en faire quelque chose quand même. Mais le problème, et je pense que c'est le problème majeur qu'elle a, et c'est ce qui m'empêche de dire que c'est quand même vraiment un bon film, voire un très bon film, assez clairement, c'est que le personnage est hyper balèze, alors qu'elle est censée un petit peu tout découvrir au principe des Men in Black, même si elle enquête dessus depuis un moment. Et de fait, je pense que le spectateur s'identifie quand même plutôt à la base à ce personnage d'Emma Thompson, cet agent M, mais comme elle maîtrise tout et qu'elle comprend visiblement les enjeux alors qu'on ne sait pas comment elle les comprend, nous, de notre point de vue, on se dit qu'il n'y a pas besoin de comprendre grand-chose vu qu'elle elle-même a compris et on va suivre un peu ce qui se passe, quoi. Et en gros, le problème c'est que ces enjeux intergalactiques se mettent à tracter le spectateur. On n'est pas avec les personnages, on est juste derrière. Et par contre, on est à nouveau à côté d'eux quand ils commencent à faire des blagues. Parce qu'il y a des passages où il n'y a pas de blagues, et ça nous manque un peu, très clairement. Bon, c'est ainsi, parce que franchement, voilà, mais tous les personnages de ce film, il y a moyen de les tourner en autodérision à fond, quoi. Donc, mon conseil, alors c'est bien, hein, parce qu'ils ont voulu faire un film qui sort au cinéma. Au moins, eux, ils défendent le principe des salles. Hein. S'ils commencent à faire une série là-dessus, qui sort sur je sais pas quelle plateforme, on pourra toujours venir râler, mais disons qu'il y avait matière pour moi à faire un film, même pas d'action, d'aventure. Vous faites un film comique, quoi, vraiment, allez-y, lâchez-vous. Alors, je sais que ça va peut-être pas plaire aux fans de la saga, mais je veux dire, Men in Black 1, 2 et 3, il n'y a rien de totalement mémorable, j'ai envie de dire. Bon, oui, il y a le principe allez, psh, voilà, je vous ai votre mémoire est effacée. Le rapport à la mémoire est toujours assez bon dans les Men in Black, je dis pas. Mais pour moi, ça va pas non plus hyper loin, c'est pas du grand cinéma, quoi, Men in Black. Donc, vous pouvez faire une comédie, tout ce qu'il y a de plus potache, voilà, et faites-vous plaisir. Parce qu'en plus, le rythme est vraiment axé sur la comédie, enfin, c'est vraiment marqué là-dessus. Et le climax final manque complètement de souffle, c'est un peu le problème, quoi. Le film souffre de carences qui sont... ouais, on va dire dramaturgique principalement, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais c'est ainsi. Je suis vraiment pas déçu. Hein. Je trouve que c'est, enfin, j'en attendais rien de spécial, mais je veux dire, je trouve ça pas mal du tout. Donc voici pour ce film. Nous allons donc passer au suivant. Ah, je suis détective Pikachu. Restons calmes, j'avais fait ça avec des chips au début, je les mangeais en vous parlant, voilà, j'en mangeais pas 46, mais le problème c'est qu'on s'en met partout et c'est pas très agréable. Enfin si, c'est agréable comme sensation de critiquer un film en mangeant des chips, mais... Enfin, 2 chips, hein, je sais pas, j'avais pas mangé tout un paquet, mais je pense que prendre des Legos c'est mieux. Nous allons donc parler du métrage réalisé par Rob Letterman. Je pense que c'est un réalisateur qui est assez peu apprécié, enfin j'en sais rien on va dire, mais je me rappelle qu'il avait co-réalisé un film d'animation qui s'appelait... Gang de requins, je sais plus, oui, Gang de requins, me semble-t-il. Et c'était un film d'animation qui était visuellement laid, affligeant. Et malgré tout, la mise en scène était plutôt satisfaisante et rendait le film vraiment passable et ouais, assez bon. Je l'avais même revu une deuxième fois, c'est vous dire, donc c'est bon signe. Voilà, donc moi j'avais plutôt un bon souvenir de ce réalisateur, avant de découvrir avec un peu de retard, oui, ce détective Pikachu, ce Pokémon détective Pikachu, sorti l'année dernière. Je vous précise d'entrée de jeu que je connais pas spécialement bien l'univers de Pokémon. Je sais qu'il y a des cartes Pokémon, puisque j'en achetais moi-même petit, mais que je me suis jamais trop concentré sur le jeu, avec les règles, tout ça. J'avais vu 2 ou 3 épisodes de série, sûrement de l'une des séries, parce qu'il doit y en avoir 46 000, de cet univers. J'avais rien compris, il y avait plein de règles, il y avait plein de personnages, il y avait l'histoire de tournois, je comprenais rien. Et il y a eu plein d'autres jeux vidéo et consorts, ce qui fait d'ailleurs que le film, sur la forme, ressemble un petit peu à Sonic le film, qui reprend justement le personnage de jeu vidéo pour raconter une histoire avec Jim Carrey, avec le gars qui joue Cyclope dans les X-Men, etc., etc. Et ici, ce Pokémon détective Pikachu m'a résisté dans le sens où c'est pas une catastrophe monumentale. C'est clairement pas un bon film non plus pour moi, hein. Il a des défauts sur lesquels on va revenir, mais qui sont multiples et trop nombreux. Et surtout, ce que je reproche au film, c'est que je n'arrive jamais, alors ça c'est un truc de fou, et d'emblée, c'est à cause de son ouverture, je n'arrive jamais à croire en ce que je vois, au sens où, très clairement, tu comprends à des kilomètres ce qu'est chaque personnage,
On a beau essayer de te faire miroiter, ah, tel personnage est méchant, blablabla, mais en général, quand t'as un personnage qui affirme au personnage principal, tiens, mon fils, il est méchant, on s'attend pas du tout à ce que ce soit le père le méchant, hein. Je spoile pas, mais bon. Je trouve ça un peu. Je trouve ça un peu vieillot maintenant. Enfin, je veux dire, c'est bizarre parce que le film se la joue quand même beaucoup. Et globalement, il est pas fichu de mettre en place un univers très crédible. Et surtout, il n'arrive pas à présenter son univers. Il n'arrive pas à présenter, à mon avis, c'est bête, mais il n'arrive pas à présenter le monde humain avec les Pokémon. Je ne comprends absolument pas comment fonctionne cette alchimie. Vous avez au début le personnage principal qui part vers la ville. D'ailleurs, petit aparté, mais alors, on essaie de vous faire un parallèle entre la campagne, enfin les Bouzeux, sa petite ville de Cambrousse, et la ville qu'il va rejoindre, la grande ville, la grande métropole, ou je sais pas quoi, une grande capitale. Et alors le type, pour qu'on comprenne qu'il est à la campagne, alors on voit la campagne, on voit la forêt, on voit des petites rues, on se doute que c'est pas immense dans son bled, en gros. Et alors à un moment il te sort, oh là là, je reçois une notification, il y a mon petit téléphone qui s'agite parce que ça y est, j'ai enfin de la connexion. C'est nul, vraiment ça c'est nul. Voilà, bon. Le personnage se rend donc du point A au point B, de la campagne à la ville, comme Babe le cochon 2, non je plaisante, et en gros, vous avez une vidéo, c'est vrai, hein, c'est quand même, ça c'est super nanardesque hein, comme élément, une vidéo qui essaie de vous expliquer comment le monde fonctionne. Premier point, je comprends pas cette vidéo, c'est-à-dire qu'on vous essaie de rendre le truc super simpliste, mais vous comprenez globalement après que ça peut pas être si facile à gérer, un monde pareil, c'est pas possible. Il doit y avoir des conflits, il doit y avoir des problèmes. Dans la suite du film, il y a un conflit, oui, avec en gros, même pas avec un Pokémon en soi, donc il y a des conflits qui concernent plus les humains que les Pokémon. T'arrives pas à t'imaginer et t'arrives pas à comprendre pourquoi les Pokémon sont en gros les animaux de compagnie des humains. Ça c'est un énorme problème. Bien, cette vidéo donc incompréhensible, cette vidéo surtout, pourquoi la montrer à des personnages ? C'est sûr que cette vidéo, elle est très pratique pour nous spectateurs, pour essayer, je dis bien essayer, de nous faire comprendre l'univers. Mais c'est complètement idiot que les personnages qui, eux, vivent dans cet univers depuis visiblement un petit moment, aient droit à cette vidéo. Enfin, c'est super éducatif, c'est très pédagogique d'accord, mais c'est absolument pas normal. Je conçois pas la chose comme ça. C'est pas les Pokémon et les humains juste dans la ville, hein. Il y en a partout des Pokémon et des humains. Enfin, même ça, on n'arrive pas à le comprendre. On comprend même pas l'échelle, enfin, je sais pas, d'impact des relations entre ces deux espèces, je sais pas. Est-ce que ça concerne juste la ville? Est-ce que ça va au-delà? Parce que sinon, les enjeux sont quand même pas vraiment les mêmes, hein. Entre une grande ville, certes, mais entre toute la planète, c'est pas la même chose, hein. Ça, on comprend pas. Donc cette vidéo, vous voyez qu'elle dure 30 secondes, mais alors elle résume pour moi tout ce qui cloche dans le film. Et alors le plagiat d'Amazing Spider-Man 1, que ce soit avec la voix du type qui l'annonce, avec exactement le même plan, avec exactement le même type de personne, à savoir « Oh là là, je suis vieux, je suis mourant, je suis riche, j'ai le cancer, je cherche à faire ci, je cherche à faire ça », c'est Norman Osborn dans Amazing Spider-Man 1, mais alors tout craché. Je suis pas contre qu'on reprenne certains éléments d'anciens films, et je ne crie pas au plagiat, mais alors là, franchement, il y a 30 secondes du film qui ne sont pas de Pokémon Pikachu, etc., mais bien de Amazing Spider-Man 1, ce qui a le don, franchement, de m'agacer. Je trouve ça inadmissible. Pour moi, on se fiche un peu du monde avec cette scène. Je suis pas content. Voilà. Sinon, grosso modo, vous l'avez compris, je trouve que le film force absolument parce qu'il n'arrive pas à rendre très naturel les explications sur les personnages, sur l'univers. Globalement, le scénario, au bout d'1h10, part en roue libre. On va dire que le scénario se tient visiblement à peu près dans les 2 premiers tiers du film. À la fin, je sais pas, je pense que j'ai pas regardé, mais ils doivent être, je sais pas combien ils sont au scénario, peut-être qu'il y en a qu'un qui est crédité, pardon, je n'en sais rien, mais à mon avis, ils sont pleins, et chacun a voulu faire un petit peu à sa sauce. Le dernier tiers du film ne ressemble absolument pas aux 2 premiers tiers dans le scénario, c'est complètement décousu. Le dernier tiers essaie de vous faire comprendre plein d'éléments, alors que les 2 premiers tiers sont quasiment, j'ai envie de dire, hyper basiques, il n'y a pas grand chose à en retenir. Donc je trouve que la répartition
de ce qu'on essaie de nous faire ingurgiter réellement est tellement inégal que c'est pas possible de condenser en 5 minutes plein d'explications, alors qu'il faut essayer de bien étaler ça tout au long du récit. Parce que sinon c'est bourratif, et j'ai été obligé de remettre en arrière pour bien comprendre, quoi. Donc à un moment, je sais pas, essayez d'étaler un peu votre intrigue. Parce que l'enquête est prévisible en plus, bon, ça c'est un fait, et surtout qu'elle tient pas debout, leur enquête. Et elle dessert donc les personnages, notamment celui de Pikachu. Le dernier tiers essaie de vous expliquer pourquoi il y a une connexion, et oui, pourquoi un personnage, le personnage principal, est le seul à pouvoir comprendre ce que dit Pikachu. Il y a une explication que je n'ai pas vu venir pour le coup, donc un bon retournement de situation, mais qui, pour autant, vous comprenez très bien qu'il est juste là pour essayer de corriger une sorte d'incohérence, parce que c'est vrai que ça vous paraît quand même très bizarre pendant les 2 tiers du film de voir de voir juste votre personnage principal, vous savez pas trop pourquoi, être le seul à pouvoir bavasser avec Pikachu. Mais le retournement de situation n'annule pour moi en aucun cas le problème. Voilà, donc c'est un peu embêtant. Je suis vraiment... Enfin, je suis pas énervé après le film parce que voilà, bon, c'est divertissant, c'est familial, vous le regardez ensemble à plusieurs, ça peut être charmant peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je suis quand même extrêmement déçu, si ce n'est qu'il y a quelques petites idées ça et là. Il y a une idée de mise en scène à un moment où vous avez carrément la caméra qui était en train de montrer un personnage qui était en train de gravir une sorte de trappe, un énorme trou, on va dire, et vous avez la caméra qui se retourne du bon côté, parce que vous comprenez pas trop comment fonctionne la gravité, donc c'est plutôt bien fichu. Même s'il y a globalement quand même pas mal de choses que la mise en scène se permet franchement bien d'éviter de montrer, parce que sinon, faut pas chercher trop à comprendre, parce que sinon on va être perdu. Je parle vraiment spatialement, quoi, dans cet univers. À un moment, vous avez une sorte de tremblement de terre, enfin, vous avez des monstres énormes, visiblement... aussi grand qu'un Godzilla, j'ai l'impression, et après, vous savez pas trop pourquoi, ils disparaissent un peu et on n'en reparle jamais. Du coup, c'est un peu bizarre parce qu'on essaie aussi de montrer qu'il y a une menace, à savoir un Pokémon qui est le plus puissant de l'univers, visiblement. Mais vu ce qu'on nous a montré juste en tant qu'amuse-bouche dans tout le film, vous avez du mal à comprendre en quoi la vraie grande menace, le Pokémon le plus dangereux est vraiment celui-ci, quoi. Bon. Sinon, le Pokémon Pikachu est plutôt bien fichu, je veux dire, en termes de démonstration de puissance, en termes de l'utilisation des pouvoirs qui n'interviennent pas trop tôt, parce que sinon le film se termine quand même assez rapidement. Voilà. Mais sinon, quelques belles scènes, mais assez anecdotiques. J'ai l'impression qu'on a essayé de reproduire un peu comment dire, la mode très éphémère du Pokémon Go, où visiblement avec des téléphones, c'était virtuel, mais vous arriviez à capturer des Pokémon avec votre téléphone. Et là au début du film, vous avez le personnage principal qui essaie d'attraper un Pokémon avec une sorte de bowling yang, qui l'attrape, et on a quand même l'impression qu'ils ont quand même réfléchi à faire plaisir à ces personnes qui ont aimé ou qui aiment toujours ce Pokémon Go, parce que je crois que c'est un peu tombé en désuétude, mais en tout cas, voilà, tout le monde connaît, enfin beaucoup de personnes. Et je pense qu'ils ont voulu essayer de montrer en quoi ce jeu virtuel, mis au bout du jour, un peu plus futuriste et donc un peu plus voilà, ancré dans un avenir pas proche, hein, spécialement, parce que je suis pas pressé de voir des Pokémon débarquer d'ailleurs, mais enfin je veux dire, c'est bizarre, c'est des extraterrestres, ils sortent d'où d'ailleurs? C'est même pas... Bref, mais en tout cas, c'est pas mal parce que on essaie de vous faire une petite référence, j'ai l'impression, et c'est pas non plus commercial, puisque vous vous rendez compte que ce Pokémon Go futuriste ne fonctionne pas. Il aurait fonctionné, j'aurais été un peu énervé, je me serais dit « Oh là là, promotion encore pour les Pokémon !» alors que le film est déjà axé sur les Pokémon, c'est un peu abusé. Non, là au moins c'est pour un petit gag. Et vous l'avez compris, bon, globalement, malheureusement, j'ai envie de dire, on rigole passablement à quelques passages du film. Pikachu n'est pas drôle, il a vocation à l'être parce qu'ils ont pris Ryan Reynolds, tu sens qu'il s'est fait rire des fois quand même un peu, mais ça marche jamais. Et à la rigueur, c'est le personnage du Pokémon du canard qui est beaucoup plus amusant, c'est le personnage vraiment le plus marrant du film, c'est même le seul personnage marrant du film. C'est grâce à lui que j'ai réussi à tenir, hein, quand même, hein, et que j'ai réussi à me dire, n'arrête pas le visionnage ici, va jusqu'au bout, voilà. Je suis peut-être un peu dur avec ce film, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, mais en tout cas, c'est pas grave, on va passer maintenant au film suivant. Haha, Pikachu avec mes éclairs dans la tête. Restons calmes, nous allons donc désormais nous attarder, nous concentrer sur Godzilla 2, Roi des monstres. Pourquoi un tel sous-titre? Tout d'abord, puisque
ça révèle littéralement l'une des importantes finalités et l'un des enjeux forts qui n'est pas amené, selon moi, dès le début du film, mais bien vers la moitié, allez, fin de la première partie du film. Donc je ne suis, sur les deux parties, donc je ne suis pas spécialement content du sous-titre après avoir découvert ce film. C'est fort dommage. Pour moi, le sous-titre plante une petite balle dans le pied, bon, gentil toutefois, attention, à son propre métrage. C'est un petit peu bizarre. Bon, en tout cas, ce film a été réalisé par Michael Dougherty, qui n'est pas le réalisateur de Godzilla 1, sorti en 2014, qui m'avait, pour tout vous dire, un petit peu décontenancé. Je n'ai pas découvert Godzilla 2 au cinéma en 2019 parce que j'ai rattrapé seulement après la sortie du 2, le 1 chez moi, tranquillement. Autant vous dire que j'avais trouvé la première partie du métrage plutôt sympathique, même si ça manquait un petit peu d'originalité avec les personnages principaux, mais que les acteurs jouaient tellement bien, selon moi, que même s'ils n'avaient pas matière à réellement composer incroyablement, leur jeu était quand même assez admirable. J'ai absolument rien capté aux 30 dernières minutes où ça part en combat assez bourrin. J'ai rien contre les combats bourrins, mais je ne comprenais pas contre qui Godzilla se battait, ce qu'il voulait faire spécifiquement, s'il en avait après l'humanité ou pas, parce que bon, on te fait plein d'hypothèses, mais ça me parlait pas spécialement. Et là, je me concentre sur cette suite qui s'inscrit dans le Monsterverse. À savoir, le Monsterverse, c'est un univers étendu qui concerne un certain nombre de monstres de la Warner Bros, visiblement. Et l'objectif, en tout cas peut-être le premier objectif à court terme, c'est que l'année prochaine, j'espère l'année prochaine et au cinéma, ça serait sympa, une confrontation entre Kong et Godzilla, à savoir un Kong contre Godzilla. Ce serait donc le 4e film de cet univers étendu, le premier étant donc, oui, Godzilla 1, le deuxième, Kong Skull Island, que j'avais découvert et qui m'avait, plu assez moyennement, on va dire, mais qui était un petit peu sauvé par ses acteurs-actrices, encore une fois, et ce Godzilla 2, qui, roi des monstres, pardon, oui, parce qu'il faut donner tout l'intitulé en entier, qui est un petit peu énervant, c'est un bon film, mais qui aurait pu être bien plus réussi s'il ne s'était pas inscrit dans cette logique justement de Monsterverse. Et je vais y venir, c'est pour moi le bémol du film, c'est ce qui a tendance à le traîner vers un sentiment, selon moi, de film mi-figue, mi-raisin. C'est absolument ça. Le film aurait pu être vraiment excellent et il se contente d'être moyen parce qu'il est en train de préparer, mais très bizarrement et très laborieusement, le Kong contre Godzilla, justement. J'ai du mal avec l'idée que ce soit la foire au clin d'œil. Au début du film, honnêtement, il y a des éléments qui me sortent totalement du délire. Le gouvernement, des personnes dont sont au courant de l'existence des titans. Astuce, par contre, et super idée, c'est que parallèlement à cela, les médias ne sont complètement pas du tout dans le coup et sont dans un contresens total par rapport à la réalité, parce qu'on cache à la population énormément de choses. Très bonne idée, vraiment bien fichue et très beau parallèle, vraiment, j'insiste. Mais du côté du gouvernement, donc il y a un peu moins de personnes qui sont au courant, bon, suspension d'incrédulité, parce que vous avez plein de personnes qui sont quand même au courant, visiblement, qu'il y a plusieurs titans. T'as quand même du mal à comprendre comment la population civile peut ignorer tout cela, mais bon, certes, passons. On nous balance King Kong à un moment un petit peu, voilà, on nous le lâche un petit peu en pleine nature, on dit oui, il y a King Kong, on le voit 3 secondes, une petite photo, et après on passe à autre chose. Parce qu'évidemment, le film King Kong de 2017 se déroulait bien avant les deux Godzilla. Donc on est obligé d'y faire référence, parce que sinon ça paraît un peu incohérent. Vous voyez déjà, ce ne sont que des clins d'œil au début. Et le problème, c'est que, de mal en pis, on commence déjà à se demander, justement, si on fait plein d'allusions à King Kong, où est-ce qu'il est King Kong en ce moment ? On sait pas très bien, parce qu'on l'a un peu... je vais pas dire qu'on l'a laissé tomber, on l'a lâché comme une vieille chaussette depuis son propre film, mais on sait pas très bien ce qu'il est devenu. Bon, déjà, c'est bizarre. Alors certes, le film s'appelle Godzilla 2, donc on peut pas parler de King Kong, mais quitte à commencer à en parler, pourquoi être aussi vague et si expéditif ? Expéditif, il en est bien question. Parce que malheureusement, cette construction d'univers étendu met en péril la thématique forte du film qui, pourtant, n'est pas si mauvaise sur le papier, à savoir l'écologie, expliquer comme quoi on n'est pas si manichéen maintenant, on montre différentes idéologies propres à différents personnages,
On trouve qu'il y a de grosses incohérences concernant certains personnages, notamment la mère d'une famille qui a été un petit peu, pas qu'un petit peu, mais traumatisée par ce qui s'est passé en 2014 avec Godzilla à San Francisco. La mère qui fait des choix douteux, on s'attend donc, voilà, bon, certaines formes d'incohérence, mais qui est expliquée par la suite et justifiée, donc on est agréablement surpris parce que le scénario parvient à nous piéger, et j'avoue que j'ai un plaisir un peu narco à être piégé par un film, et j'ai tendance à être extrêmement content quand ça m'arrive, donc bravo, hurrah. Seulement, malheureusement, cet enjeu, bon, d'écologie nous a un petit peu balancé, un petit peu trop expédié, quoi. Bon, voilà, oh, l'écologie, les humains, les vilains, la pollution, oh là 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 là, c'est mal, tout ça, bon. Les monstres en alternative, les monstres parce que nous sommes conservateurs, bon voilà, il y a plein de discours, bon on y adhère pas, bon personnellement moi j'adhérais à un certain type de discours et pas à l'autre, mais je veux dire qu'ils sont plutôt bien construits. Les oppositions sont bien caractérisées, seulement, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en réalité le film passe un petit peu son temps à tourner autour du sujet sans vraiment le... Enfin, il le désigne, mais il l'exploite pas vraiment totalement, quoi. C'est parfois un peu trop du blabla en l'air, qui est propice à de la bagarre, bourrin. Bon, ce qui me dérange pas, la bagarre bourrin, encore une fois, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage, quoi. Enfin, disons, je conçois pas Godzilla 2 à la base comme un simple plaisir jouissif, parce que à un moment, je me suis même surpris moi-même à verser une larme, parce que c'est émouvant, parce que c'est pas juste un popcorn movie ou un truc, un film où tout explose dans tous les sens, et enfin, ça se contente pas, j'ai quand même du mal, à mon sens, à me contenter de cela. Parce que je suis pas du tout film de guerre, j'aime bien les combats, mais voilà, bon, qu'ils soient réalistes ou pas, je m'en fiche, mais je veux dire, j'ai pas envie de voir non plus tout un film où il y a que de la bagarre, là c'est pas le cas, clairement, hein. Des explications scientifiques qui sont, qui sont bien amenées parce que on nous en fait pas des tonnes, on n'est pas en train de nous perdre avec des explications farfelues d'ailleurs. Il y a un bon esprit d'équipe d'ailleurs, c'est très drôle ça, c'est-à-dire que vous avez le père de la famille, Marc, qui dialogue avec 3 docteurs de manière générale, et ce quatuor marche très bien, mis à part sur l'humour, où ils ont tenté des blagues, mais des blagues pas drôles parce qu'en gros ce sont des blagues qui pointent du doigt les éléments un petit peu farfelus du scénario. Mais c'est pas drôle pour autant. Je vous donne un exemple, je m'amuse à faire le cochon en pleine vidéo. Bon, que ce soit drôle ou pas, on s'en fiche. Vous n'allez pas être en train de dire aux uns et aux autres « Ah, l'endimanché du ciné, il a imité le cochon dans sa vidéo, haha !» Et vous n'allez pas juste rire en vous disant « Ah, ben on vient juste de m'expliquer une blague ou une tentative de blague. » La tentative de blague est vaseuse, mais je veux dire, vous n'allez pas vous-même vous bidonner en vous disant « Oh là là, mais qu'est-ce qui me fait rire avec son explication? Il a imité un cochon, ha 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 !» Ben non, enfin voilà, bon, c'est pas drôle. Donc le film, malheureusement, à 3-4 reprises, on termine des scènes avec ça. Je lui demande un peu ce qui se passe. Bon, ça brise un petit peu la dynamite, non. Bon, il est question de dynamite, de nucléaire, de radioactivité, tout ça, évidemment, mais bon, c'est ainsi. Mais disons que, globalement, l'équipe a l'air soudée, et elle l'est, donc bravo. Mais, pour revenir donc, après avoir cité un certain nombre de qualités, pour vous montrer à quel point malheureusement le film est limité et tracté par un gros défaut, donc ce principe même de Monsterverse, c'est qu'à la fin, générique de fin, c'est le cas de le dire, et on vous balance des articles de journaux. Un peu comme dans Nightmare Island, un film bien raté de cette année 2020 d'ailleurs, bon, même principe. Non, pas... ah non, c'était pas dans Nightmare Island, oh je suis méchant. C'était dans Underwater, c'est pas aussi mauvais que Nightmare Island, bon, qui était correct sans plus quoi. Bon, c'était un peu le même problème, c'est-à-dire que tu comprends pas très bien pourquoi le générique de fin te développe visiblement tout ce qui aurait pu être creusé dans le film. Et là, c'est encore plus problématique pour Godzilla 2, parce que t'as l'impression qu'on est tellement en train de te préparer le prochain film, dans lequel Godzilla va affronter King Kong, qu'on va commencer le prochain film directement avec de la baston. Parce que moi, ce que j'attendais d'un certain Batman contre Superman de la Warner Bros justement, c'était une préparation au combat épique, et après un combat épique, et après une résolution épique. La préparation au combat, pas trop mal, tout ce qui s'ensuit, complètement à côté de la plaque. Alors, je ne demande pas à ce que King Kong contre Godzilla soit un copier-coller dans l'esprit de Batman contre Superman, mais à mon sens, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour avoir un combat de monstres, il s'agit d'essayer de comprendre comment on en arrive là. Et là, malheureusement, j'ai l'impression que le film, au final, n'est qu'un prétexte
à déblayer un certain nombre d'éléments qui nous permettront plus rapidement, allez, on expédie ça un petit peu, d'en arriver à ce combat épique entre titans. J'ai du mal avec le principe et je trouve que le film aurait pu être bien meilleur si t'es pas concentré sur cette logique de Monsterverse. Là, ça m'énerve un peu. Surtout qu'il y a une scène post-générique où j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, oh purée, ils vont nous balancer King Kong en plus vraiment pour forcer le trait. Alors non, c'est pas le cas, mais alors on t'évoque clairement une trame future qui pourrait arriver, mais dont on se carre totalement, quoi. J'aime beaucoup le MCU, mais des fois le MCU a eu tendance, surtout avec les mauvais films, à les conclure avec une scène post-générique où t'as des éléments qui sortent un petit peu du chapeau quand même, ouais, qui n'ont rien à voir avec ce que tu as vu auparavant. Donc si tu veux être un minimum cohérent et logique, tu te concentres déjà sur ton Godzilla 2 et tu t'occupes du reste plus tard. Je comprends pas. Je trouve que c'est pas très subtil, du coup, si on le prend dans la logique du Monsterverse, j'ai presque envie de dire que c'est un bon film si, voilà, vous dites juste que c'est même pas Godzilla 2, c'est Godzilla tout court, ce film, et c'est tout. C'est un chouette divertissement, avec des passages très émouvants, avec des acteurs-actrices excellents. Petite mention à la jeune pousse qui jouait déjà Enola Holmes, pardon, un film sur Netflix, très bon film d'ailleurs, qui s'en sort encore vraiment très bien. Je me demandais où je l'avais vu, Enola Holmes. Donc une belle pépite pour l'avenir du cinéma et pour le présent, donc je suis, et un peu pour le passé, mais bon, passé récent parce que je crois qu'elle a que 16 ans, donc elle fait beaucoup plus, et c'est drôle parce que il faut au moins 7 ans de plus, estimation. Et vous, qu'en pensez-vous? Non, je plaisante. Allez, maintenant on va passer au film suivant. Mon frère jumeau, caché depuis le début. Et maintenant nous allons donc nous concentrer sur Gemini Man, réalisé par un certain Ang Lee, qui n'a visiblement aucun lien de parenté avec Stan Lee, mais pour autant il a réalisé, ou devrais-je dire, il a commis en 2003 une adaptation d'un personnage, restons calmes, créé par Stan Lee, à savoir Hulk, qui était, sur de multiples domaines, et d'ailleurs dans tous, extrêmement problématique. Et d'ailleurs, la crédibilité du métrage, et surtout de l'univers qui nous était présenté à l'époque, était sérieusement enfoncée par des effets visuels et numériques douteux, et très douteux, pas qu'un peu. De ce fait, j'avais entendu, oui, fortement parler de ce Gemini Man pour une simple et bonne raison, une sorte de prouesse technique assez récente qui consistait ici à nouveau donc à rajeunir numériquement Will Smith et en faire surtout, là est la nuance par rapport à d'autres films que nous avons eu avec ce même procédé, notamment les films du MCU par exemple, ici il s'agit d'un enjeu central dans l'intrigue, ce qui fait que dès la bande-annonce, nous avons clairement compris que nous aurions dans le film de Will Smith, à savoir le vieux Will Smith de 51 ans en 2019, et Will Smith jeune, qui grosso modo vont devoir se péter la figure et faire ça pendant 1h50, non je plaisante évidemment, il ne s'agit pas d'ailleurs dans ce film uniquement que de bagarre ou que de prouesse technique, c'est-à-dire juste un film limité et qui n'existe que par sa technique, c'est quelque chose qui m'exaspère généralement. Si vous connaissez un petit peu mes goûts, vous savez que j'ai parfaitement détesté 1917 à cause justement, entre autres, de cette accro terrible que j'ai avec cela. J'aime beaucoup la technique, j'y attache de l'importance certes, mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle le scénario. Et ici, il y a un scénario. J'ai beaucoup entendu parler de Gemini Man, je le rattrape seulement maintenant, avec un an de retard, même un petit peu plus d'1 an, et je dois bien reconnaître que déjà, numériquement, j'ai envie de dire que je n'ai rien à en redire, justement, parce que, numériquement, oui, c'est bluffant, on a l'impression de voir Will Smith. Malgré tout, j'ai quand même envie de dire, on va y revenir, que ça pose quelques petits soucis. Voilà, quand même, c'est posé. Et scénaristiquement, j'y viens tout de suite, même si il y a des lacunes, même si il y a des bizarreries, le scénario est absolument efficace, selon moi. Le rythme est lent, et cela ne signifie pas pour autant que le scénario n'existe pas. Le scénario prend juste son temps. On peut le lui reprocher, mais on ne peut pas reprocher à un film de ne pas exister, car le scénario est totalement transparent, ou c'est juste un prétexte à de la bagarre. Parce qu'honnêtement, numériquement, c'est évidemment, surtout à ce moment-là, que nous avons pas mal de bagarres, de courses-poursuites, à moto, des courses-poursuites généralement à moto qui sont un peu douteuses. Vous avez Will Smith à un moment pendant quelques minutes, vous le voyez de dos.
Vous voyez bien que c'est pas Will Smith, quoi. C'est-à-dire que la coiffure, c'est déjà pas Will Smith, donc on voit bien que vous avez pris un cascadeur pour faire cela. Voilà, bon, quelques problèmes, le film est loin d'être parfait, et je le trouve juste moyen, mais honnêtement, il essaye, tant bien que mal, même si je trouve que la réussite est partielle, mais de trouver un bon équilibre entre scénario qui avance tranquillement, et en même temps, ce pourquoi beaucoup de personnes sont allées voir le film, à savoir, oui, cette technique. Mon seul reproche donc avec tout cet aspect numérique, ce n'est pas le problème du numérique en soi, j'ai absolument cru voir Will Smith jeune, là n'est pas la question. Cependant, il faut se questionner. Le jeune Will Smith affronte donc le vieux Will Smith, et il ne semble pas percuter qu'ils se ressemblent. C'est bizarre, c'est une facilité, c'est une simplicité, ou une facilité, oui, scénaristique, pour permettre à la bagarre entre les deux de se poursuivre et qu'elle ne s'arrête pas au bout de 3 secondes. Mais t'as déjà un petit peu du mal à y croire. La suspension d'incrédulité en prend un bon coup. Et pourquoi aussi? Parce que les deux acteurs évidemment se ressemblent. Mais pourquoi on reconnaît Will Smith jeune? Parce qu'on l'a vraiment connu jeune dans d'autres films. D'où la question. Oui, la prouesse incroyable sur un acteur qui est connu, mais est-ce que justement le problème du film, ce ne serait pas par rapport au numérique qu'il est connu, Will Smith? Vous auriez pris un inconnu en tant qu'acteur, on sait pas trop à quoi il ressemblait, peut-être il y a 20 voire 30 ans, et là, on aurait pu avoir quelque chose, selon moi, d'un peu plus pertinent. C'est-à-dire que le personnage jeune ne reconnaît pas sa version de lui-même plus vieille, et il en va de même pour le spectateur, parce que le spectateur n'a jamais vraiment connu l'acteur, parce qu'il n'était pas très connu, ou parce qu'on ne le connaissait pas encore, dans des films il y a 30 ans. Pour moi, Will Smith est une réelle qualité pour le film, clairement, parce qu'il est, pour moi, à son meilleur niveau dans des blockbusters, je l'ai jamais vu aussi bon. J'ai pas encore vu d'ailleurs non, pas Bad Time Company, c'est mon confrère sur le UCU. Non, Bad Boys for Life, il me semble, donc c'est des blockbusters dans lesquels il joue que je n'ai pas vu, mais en tout cas, j'ai trouvé extrêmement crédible dans son personnage, vraiment. Il a d'ailleurs une relation avec l'autre personnage, la fille du groupe, on va dire, qui est vraiment, pour moi, excellente d'ailleurs. Ils n'en font pas trop, ils font vraiment tout ce qu'il faut pour qu'on croie en une relation qui se développe et qui prend son temps, et qui est aussi très très suggérée, très supposée, avec des dialogues finement joués, puisque, en réalité, là aussi est la chose. Numériquement, oui, c'est très bien, mais ça sert surtout le scénario. Will Smith doit, en soi, révéler une part de lui-même à ce personnage féminin, et aussi comprendre lui-même qui il est, etc. Et pour cela, il faut faire une thérapie. Et la thérapie, elle passe par quel biais? Tout simplement par le biais d'affronter ou de s'allier, ça je ne spoile pas non plus, mais en tout cas, de faire face ou de faire équipe avec ou contre, en fonction, son lui plus jeune, tout simplement. Donc franchement, moi, dans l'idée, le film me convient. Malheureusement, je pense que même si le film est volontairement un petit peu brouillon dans son début, puisqu'on nous parle beaucoup de la CIA, Will Smith est un tueur à gages, il est embauché, on parle de plein de types, voilà, de plein de responsables, on comprend pas vraiment ce qui se passe, et c'est pas plus mal. Je ne reproche jamais à un film d'être un petit peu incompréhensible volontairement, pas du tout. Par exemple, je n'ai pas aimé Tenet de Christopher Nolan récemment, parce que je trouve que j'allais dire que Tenet, non, que Nolan n'est vraisemblablement pas capable d'être clair. Il le devrait être clair, il n'y parvient pas. Pour moi, c'est un problème d'efficacité, c'est un problème d'écriture. Alors qu'ici, Gemini Man, on comprend pas toujours très bien si Will Smith peut faire confiance à tel personnage, s'il travaille vraiment pour la CIA, si on parle vraiment de la CIA ou si on parle pas d'une autre organisation criminelle ou au contraire pas criminelle, est-ce qu'il y a des personnes bienfaitrices là-dedans? On est quand même un petit peu largué, surtout au début du film, mais à ce moment-là, c'est logique. Pourquoi? Parce que Will Smith, si la situation est dure pour lui à comprendre parce qu'elle l'est, Will Smith est perdu. Nous, spectateurs, si Will Smith ne nous donne pas des informations, on est perdu aussi encore plus que lui, parce que nous, on n'a pas son passif, on ne connaît pas ce qui lui est arrivé. Et c'est justement là que c'est crédible. Si Will Smith comprenait tout ce qui se passait, qu'il essayait de te l'expliquer, comme dans Tenet où le personnage principal, tu sais absolument pas pourquoi, mais il a visiblement tout capté, alors que dans les faits, tu vois bien que non, il est aussi largué que toi, spectateur. Là, j'ai envie de dire, dans Gemini Man, c'est cohérent, c'est intelligent. Après, l'intelligence, c'est bien beau, mais le scénario doit être plus qu'intelligent pour ne pas en devenir un petit peu
biscornu, pour tout vous dire. Malheureusement, il y a quelques éléments qui laissent supposer que le scénario et l'histoire à laquelle nous assistons ne devraient pas exister. Le principe, c'est que Will Smith vieillit et il faut le remplacer. On t'explique à un moment qu'il y a 3 ans, on lui avait fait une opération, voilà, parce qu'il avait été blessé, visiblement, il avait fallu faire une opération. Et là, tu comprends pas, parce qu'en gros, les personnes qui, dans le présent, veulent tuer Will Smith par le biais du Will Smith plus jeune, ils sont juste en train de t'expliquer qu'il y a 3 ans, ils pouvaient le flinguer absolument comme ils le voulaient. Quand tu subis une intervention chirurgicale, à mon avis, tu es légèrement inoffensif. Donc, comment est-ce possible qu'il l'ait opéré, dont on ne sait trop quoi, mais il l'a opéré, et qu'il n'en ait pas profité à ce moment-là pour le détruire? C'est bête, c'est un peu idiot ce que je dis là. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire, oui, bon alors là, ça y est, là, tu vas chercher un petit peu loin, mais j'ai envie de dire que pour vraiment croire à ce scénario qui est quand même un petit peu farfelu, hein, il faut bien le dire, il faut essayer de rester un peu cadré. Ce qui est un petit peu gênant d'ailleurs aussi, c'est cet humour véhiculé par Benedict Wong, qu'on retrouve également dans Doctor Strange, qui balance des vannes. C'est pas dérangeant, mais malheureusement, je pense que ce film nécessite une certaine immersion dans un côté très sérieux, parce que le film est quand même assez sérieux, et que parfois, ça passe pas spécialement. Le film qui est des blagues avec les personnages un peu plus primordiaux, comme Will Smith ou la fille en question qui est jouée par Mary Elizabeth Winstead, qui joue d'ailleurs excellemment bien aussi dans Birds of Prey. Pour ces personnages, ça va, mais pour d'autres un peu plus secondaires, on a déjà un peu plus de mal à y croire, et ils rentraient vraiment parfaitement dans le délire. Il y a ensuite un petit peu le paradoxe du méchant. Le méchant, en soi, au début, je l'ai trouvé complètement caricatural, totalement absent, vide dans le récit, je n'ai pas du tout compris ce qu'il faisait là, ce qui est un peu embêtant. À la fin du film, il t'explique un peu mieux son plan, bon, c'est un peu cliché, mais son plan lui donne une certaine profondeur qu'il n'avait jusque-là pas du tout. Cependant, moi, ce que je trouve complètement idiot, malheureusement, c'est que le méchant, il est au service d'une idéologie, d'accord, idéologie qui se tient selon lui, donc moi j'ai bien aimé, pour moi c'est une qualité. Malgré tout, on ressent pas assez cette idée qu'il est prêt à mourir pour son idéologie. C'est-à-dire que tu sens qu'à 99% du temps, quand tu le vois dans le film, même si tu le vois peu, le gars peut clamser, clairement, parce qu'il se met dans des dangers pas croyables. Il est pas très fort le méchant, hein, purement le méchant, hein, si on oublie ses sbires. J'ai un peu de mal avec l'idée, on comprend pas vraiment s'il est prêt à se sacrifier pour son idéologie. Ça aurait dû être pour moi vraiment montré, parce que du coup, il passe un peu pour une cloche, surtout à la fin du film, sans vous révéler pourquoi, mais vous devez vous en douter, car souvent les méchants perdent dans les films. Non mais voilà. Et sinon, bon, même si aussi il est un petit peu bizarre, parce qu'il essaie d'endoctriner des personnes, alors que 5 minutes auparavant, il vient de leur tirer un coup de bazooka, quasiment. Bon, on a envie de lui dire, sois un petit peu plus fin, et filme avec ton méchant, et après on en reparle. Parce que Jiminy Man me résiste un petit peu à cause justement de cette adversité que j'ai un peu du mal à... je comprends, je l'entends, mais j'ai du mal à imaginer quand même dans mon cerveau qu'il constitue, je ne demande pas forcément une menace extraordinaire, mais juste une menace, qu'elle soit censée ou pas d'ailleurs, mais que le méchant croit en minimum en ce qu'il raconte. Enfin, l'acteur qui interprète le méchant croit en minimum en ce qu'il raconte. Parce que là, clairement, le problème, c'est que dès que tu vois ce personnage dans le film, et vu comment les autres personnages en parlent, tu te dis, d'emblée, le méchant, il va mourir. On se doute qu'il va mourir, je vous dis pas s'il va vraiment mourir, mais c'est pas normal d'avoir cette impression dès le début. C'est donc trop prévisible, même si le film n'est vraiment pas dénué de défauts, vous l'aurez constaté. Selon moi, ce n'est que mon humble avis. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais vraiment, j'insiste là-dessus, je ne limite pas les qualités de ce film, même si, parallèlement à cela, il a des défauts, évidemment, mais je ne le limite pas seulement à sa technique, pas du tout. Il a un esprit, d'ailleurs, un petit peu de road movie qui m'a bien intrigué, un peu un road movie moderne, donc voilà, très sympa. Enfin, même road movie contemporain, donc franchement, je crache pas du tout sur ce film et je le trouve vraiment pas mal, un petit pas mal, quoi, vraiment, tout simplement. Allez, on passe au film suivant. Ça fait du bien de retrouver Luc Besson dans Anna, puisque, bon, comment vous dire, après Valérian, c'était plus spécialement le pied, c'était un petit peu difficile.
Je pense que sans sans Valérian, Anna n'aurait jamais été aussi bon, clairement, parce que oui, j'ai beaucoup aimé Anna, je vous l'affirme haut et fort d'entrée de jeu, et c'est tout bonnement stupéfiant, parce que quand même, quand j'ai découvert donc ce film en rattrapage également, forcément, sinon j'en parlerai pas là, je me suis dit pendant le visionnage que c'était un film proposé donc par Luc Besson, scénarisé par Luc Besson comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, tout seul au scénario, bon, il a dû être aidé, mais en tout cas crédité, il est tout seul. Je me suis dit, le film est tellement propre, le film est tellement appliqué, peut-être que parfois c'est un peu trop, ce qui fait que c'est vrai qu'on a du mal à savoir des fois si Luc Besson essaie de nous piéger, essaie de nous induire en erreur, ou s'il essaie juste de nous mettre sur un fait accompli, par rapport à l'intemporalité qui a l'air d'être plutôt un agrément pour le film, plus que des volontés de nous surprendre. Enfin, c'est comme ça que j'ai perçu la chose. Donc si Luc Besson a eu envie de nous surprendre, ça n'a pas spécialement marché, mais j'ai pas l'impression du tout que ce soit son objectif à la base, avec son scénario et l'orientation qu'il lui donne. En tout cas, c'est très plaisant. Mais je me suis dit vraiment, en regardant le film, je ne sais pas quel est le dernier film qu'il a réalisé, ou je ne sais plus, mais alors, il devait être brouillon à un point. Je me suis dit ça parce que là, franchement, vous avez l'impression que Luc Besson, il a complètement planté son film précédent, quand vous regardez Anna, et qu'il a voulu se poser, clairement, que, contrairement à ce qu'on peut reprocher à Besson, à savoir, oui, oh là là, il n'y a pas de scénario, il a juste mis des scènes peut-être spectaculaires, incroyables, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Là, on sent que c'est totalement l'inverse. Il a d'abord écrit son scénario, il a d'abord eu ses idées, de très bonnes idées. Il a d'abord pris au casting, enfin, merci, de bons acteurs et surtout une bonne actrice. Merci à l'actrice principale qui s'appelle, dédicace, Sacha Luce, qui est vraiment excellente. Et on va y revenir. Mais en tout cas, voilà, je m'étais posé cette question, mais qu'est-ce qu'il a bien pu réaliser précédemment? Et j'ai vérifié, je pensais que c'était un autre film entre-temps, mais non, c'était Valérian, parce que Valérian n'est pas si vieux, donc je n'avais pas encore découvert Valérian, il est sorti en 2017, donc je l'ai rattrapé après avoir vu Anna et avant de faire cette critique, pas facile, hein. Et bon, comment vous dire, je trouve que Valérian est un échec total, profond, scénaristiquement. Je trouve que le casting là, du mannequin là, féminin qui a un rôle important aux côtés de Dane, de Anne, est une catastrophe ambulante, elle s'est pas jouée du tout. Et bizarrement, là, Luc Besson, à nouveau, parce qu'il aime bien les jolies femmes, il a décidé dans Anna de reprendre une jolie femme, une mannequin, et pour une fois, contrairement à Valérian, la démarche est totalement différente. Dans Valérian, la fille en question, elle est belle, d'accord, mais si elle joue mal, c'est embêtant, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le personnage, est-ce qu'il a forcément vocation à être beau? Alors je n'ai pas lu les comics ou je sais pas quoi, là, les BD de Valérian, l'univers étendu, donc peut-être qu'il faut absolument qu'elle soit belle ou que sais-je. Mais je serais peut-être un peu méchant en vous disant que voilà, elle ne dégageait pour moi aucune réelle qualité dans le film. Et c'était embêtant, c'est-à-dire que non seulement elle jouait pas bien, mais je comprenais vraiment pas ce que son personnage était censé apporter au métrage. Peut-être qu'il y avait un problème de direction d'acteur aussi, peut-être qu'en réalité l'actrice est incroyable dans Valérian. J'en avais pas l'impression. Ici, quand même, on sent que Luc Besson, il s'est dit, l'actrice est belle. Bon, son personnage, du coup, est beau, parce que là, l'actrice et le personnage ne font qu'un, oui, certes. Mais à quoi ça sert? Première question. À quoi ça sert de prendre une actrice belle dans ce cas-là? Parce qu'il nous faut un mannequin. Donc, on prend une actrice belle. Super. Donc ça, c'est déjà au moins, on se demande pas pourquoi on prend une belle actrice. Parce que oui, il y a des actrices qui sont pas belles, voilà. Comme il y a des acteurs qui sont très beaux et d'autres acteurs qui sont très moches, voilà. Et des fois, si vous êtes un peu dans la demi-mesure, vous pouvez dire qu'ils sont passables ou qu'elles sont passables, voilà. Bon, enfin, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est comment ici, Luc Besson, il a un minimum cogité. Il a voulu vraiment donner un peu de l'âme à son métrage. Et ça fait plaisir. Donc oui, la pierre, à savoir ce beau film, est largement poli, de fond en comble. C'est clair, c'est limpide, il n'y a aucun trou scénaristique. De A à Z, vous comprenez absolument ce que vous regardez, ce qui ne vous empêche pas pour autant de réfléchir et de cogiter, donc merveilleux. En même temps, on va pas faire non plus dans la philosophie ou partir dans des trucs hyper métaphysiques, mais c'est pas grave, ça nous contente de ce que Luc Besson décide de nous proposer, simplement, avec application, et avec implication également, forcément,
En tout cas, vraiment, j'insiste là-dessus, pourquoi je n'ai pas arrêté de parler de Valérian jusque maintenant, parce que pour moi, vous avez clairement l'exemple du film raté Valérian et du film réussi, à savoir Anna. Donc, franchement, là-dessus, merci. Parce qu'en plus, c'est marrant, mais le film n'essaie pas de partir dans des extravagances, justement, à la Valérian. Valérian, c'est un film qui est super mal structuré, qui sait pas vraiment où donner de la tête, mais qui avance tant bien que mal. Anna, je pense que Luc Besson, il sait, et c'est un peu ce que je lui reproche parfois, même si je connais pas trop la filmographie de Luc Besson spécialement, j'en connais peut-être un tiers, je sais pas, je dis peut-être une bêtise comme ça, c'est une estimation. Mais en tout cas, dans ces scénarios, des fois quand même, soit le scénario est confus, même dans les films que j'apprécie honnêtement, hein, où le scénario est un peu mince, comme par exemple dans le quatrième élément, enfin c'est pas le quatrième ou le cinquième élément. Le cinquième élément, pourquoi le quatrième élément? Le cinquième élément, pardon, le scénario est un peu mince. Là on sent qu'il a peut-être, alors oui, ça sonne un peu artificiellement peut-être, mais en tout cas il a essayé de changer un peu sa narration. Il la rend volontairement un peu biscornue, je pense comme dans son cerveau qui doit bouillonner un peu bizarrement, Luc Besson. Mais au moins, ce qui est pas mal, c'est que tu sens qu'il a sa propre logique. Et du coup, il te la met à l'image. C'est vachement intelligent comme procédé, parce que quand un réalisateur, et il est très talentueux Luc Besson, mais quand un réalisateur, tant incroyable soit-il, n'arrive pas à être pas facile à dire, n'arrive pas à être particulièrement clair, on va plutôt dire ça comme ça, avec le spectateur concernant ce qu'il essaie de vous dire, autant qu'il essaie de rapprocher son métrage vraiment de sa pensée, et même sur la forme, même après dans le fond, logiquement Luc Besson, moi j'ai toujours trouvé quand même assez impeccable à ce niveau-là. Mais je veux dire vraiment sur la forme. Ce qui fait vraiment qu'en tant que spectateur, même si le film, curieusement, n'est ni spécialement drôle, ni spécialement très triste, vous procure vraiment un sentiment, je sais pas si c'est de la bienveillance, si c'est... je sais pas très bien, mais en tout cas, il y a une sorte de grâce vraiment qui se dégage de ce film. C'est pas le meilleur film que j'ai vu de l'année 2019, mais c'est vraiment l'un des films que je trouve le plus au-dessus du panier. Parce que il dégage pour moi une sorte de magie. Il arrive avec un sujet donc, qui reprend en gros les années 80, entre le KGB, la CIA, les espions, les espionnes, la catastrophe ambulante, qu'est-ce qui se passe au secours, contexte de guerre froide et tout ce que vous voulez. Il arrive à rendre cela tout sauf manichéen, c'est-à-dire qu'il ne va pas hésiter à vous parler, Luc Besson, des Américains, des Russes, de la place du mannequin dans tout ça, c'est-à-dire tout simplement Anna, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire. C'est vachement bien pensé, c'est vachement bien écrit jusque dans la dernière scène du film que je ne vous révélerai pas, en tout cas jusqu'au dénouement vraiment extraordinaire et spectaculaire. C'est pas un film qui essaie de vous faire une leçon de morale, pour autant je trouve que le film à la fois décide assez intelligemment, parce qu'il peut se le permettre tout bêtement, de ne pas vraiment se placer, c'est-à-dire c'est pas non plus le film qui va défendre les Américains, qui va faire passer les Russes pour des abrutis, et inversement. Tout le monde en prend un peu pour son grade. C'est pas un film qui a vocation à être historique, et c'est pas du tout un problème en soi, donc c'est pas une histoire, oh là là, quelle machination, qu'est-ce qu'il allait inventer là, qu'est-ce qu'il lui prend, ces personnages n'ont jamais existé, ou est-ce qu'ils ont déjà existé, oh là là, c'est bizarre, on est perdu. Non, on s'en fiche complètement, parce qu'il est question, en réalité, pour moi, dans ce film, de mettre en avant l'émancipation d'une femme, et donc, en soi, le féminisme. Il y a des rumeurs autour, de Luc Besson, tout ça, les femmes, voilà, ça continuera d'exister, moi je ne peux pas me placer, parce que je ne sais pas ce qui se passe moi dans sa vie, j'écoute pas ses propos, je sais pas ce qu'il peut bien raconter, ou faire, ou ne pas dire pour avoir des problèmes, mais en tout cas, ici, moi ce que je vois, c'est qu'il a trouvé la justification logique pour nous montrer tout bêtement que des hommes peuvent en avoir après les femmes, mais d'une manière ici très spécifique, à la fois professionnelle, à la fois un peu, c'est jamais sentimental, ça qui est terrible pour le personnage, mais c'est ça, c'est qu'il y a toujours un intérêt derrière, qu'il soit sexuel, professionnel ou ce que vous voulez, et ça c'est dérangeant. Et en même temps, c'est bien fichu, vraiment j'insiste là-dessus, parce que le film n'est pas là pour vous asséner de coups de couteau en vous disant « Le féminisme, non, c'est pas ça du tout. Je suis même pas sûr que le film ait été perçu comme spécialement féministe en fin de compte, ce qui n'est pas forcément un mal, j'en sais rien, et je dirais contre le féminisme au contraire, bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que
Il ne s'agit pas seulement d'avoir un sujet qui dit comme ça est assez grandiloquent, voilà, où c'est un peu à vos risques et périls. Hein. Le féminisme, parler du féminisme, ou aussi d'ailleurs, un petit peu, il en est question là, parler un petit peu aussi du sexisme, thématique, oui, c'est très vertueux d'essayer de défendre tout cela, ou de s'y opposer en fonction, mais il s'agit, à l'image, de nous en faire quelque chose. Voilà, il s'agit de le mettre à l'écran, de nous montrer, par le biais de différents portraits, de différentes explications, de différentes biographies fictives de personnages, ce qui peut bien en ressortir. Et ce qui en ressort, c'est ça qui est du coup admirable, c'est tout simplement ce que j'appelle du cinéma. C'est pas spécialement un grand film, cet Anna, mais en tout cas, c'est vraiment un film qu'on sent sincère, qu'on sent également honnête, qu'on sent étrangement simple, et ça fait du bien. Franchement, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu, et si vous l'avez déjà vu, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce film, qui apparemment a été assez décrié, mais plutôt bien apprécié, j'ai l'impression, même si apparemment, oui, j'ai oublié de revenir là-dessus, mais il paraît que Luc Besson a déjà sorti un film il y a quelques années qui s'appelait Nikita, et que ce film ressemble un petit peu au précédent. Bon, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, ce Nikita, si c'est bien ce film-là en question, donc je ne peux pas dresser de comparatif, je ne peux pas du tout faire cela. En tout cas, je constate assez étrangement que Luc Besson, j'ai l'impression que c'est un type qu'il faut un peu presser. C'est-à-dire que Valérian, visiblement, il a pris le temps qu'il lui a fallu, il a pris des années pour monter son film, enfin pour le proposer au cinéma, j'ai envie de dire. Là, avec Anna, on sait qu'il y a eu des problèmes avec sa société de prod, il a dû se grouiller pour faire son film. Et du coup, c'est bizarre d'avoir l'impression vraiment de trouver le film et le résultat de Anna par rapport à Valérian, mais 15 fois plus réussi. Alors après, attention, hein, c'est pas parce que j'ai pas aimé Valérian que j'apprécie Anna, mais j'avais vraiment envie de revenir sur ces comparaisons, parce que ces deux films se ressemblent tellement ils sont construits différemment, et tellement, oui, ils sont juste différents par nature, je trouve. Alors que c'est le même réalisateur derrière, ce qui veut bien dire qu'un réalisateur est capable, alors du meilleur comme du pire certes, mais surtout, de montrer différentes facettes de lui-même à l'écran, et je trouve ça vraiment magnifique. C'est les bienfaits du cinéma. Allez, nous allons parler désormais du dernier film dans cette vidéo, lequel mystère. Bien, et désormais nous allons terminer, oui, la sélection par le seul des 7 films qui n'est pas à proprement parler un popcorn movie, un film de divertissement, ni même d'ailleurs un film d'action, puisque les précédents étaient, sans être forcément tout public, plutôt un petit peu bourrin sur les bords. Hein. En tout cas, voilà, un pan-pan tutu dans tous les sens. Ici, on retrouve, c'est vrai, avec Proxima, réalisé par Alice Winocourt. Pas facile à prononcer, mais j'ai réussi, yes! Nous avons donc le film, alors bon, je vais dire le plus posé, le plus calme, au rythme à mon avis également le plus lent, ce qui pourra décontenancer certaines personnes très clairement, puisqu'il est ici question d'Eva Green, qui interprète le personnage de Sarah, qui doit donc prochainement s'envoler, oui, décoller dans une fusée internationale, visiblement, j'ai pas très bien compris, j'avoue, mais en tout cas, pas tarder à décoller elle va, ça ne veut pas dire grand chose, pas français ça à être, mais vous comprenez moi ce que je veux dire moi, et donc ce qui se passe évidemment c'est qu'elle a une fille, une gamine qui s'appelle Stella, et forcément cette petite gamine s'inquiète un petit peu, elle n'est pas la seule, sa mère va-t-elle survivre dans l'espace, sa mère va-t-elle revenir, et oui, ce sont des questions qui sont intelligemment questionné par le film, par les personnages qu'on retrouve à l'intérieur de celui-ci. Cependant, la forte subtilité du métrage, c'est qu'en réalité, vous n'avez aucun dialogue qui va véritablement et frontalement vous certifier que nous craignons pour la vie du personnage. Tout n'est qu'évoqué en soi, ou en tout cas, tout, car attention, c'est très bien illustré, hein, mais tout est montré justement avec magnificence, c'est-à-dire avec finesse, tout bêtement. Il n'y a pas besoin de dire les choses pour les comprendre, et c'est ça qui est beau aussi dans le cinéma. Des films trop bavards, ah blablabla, j'ai ça à raconter, non, 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 au secours, ça a raconté. Non, c'est pas drôle, c'est faire des blagues, mais ça ne va pas. Non, mais en tout cas, voilà. Donc le synopsis se résume à cela. Peut-être qu'un défaut d'ailleurs du film en soi, c'est qu'on ne comprend pas très bien où ils vont. C'est d'ailleurs particulier parce qu'en réalité,
on comprend donc que notre personnage principal, donc Eva Green, voilà, qui l'interprète, est en réalité en train de se préparer avec d'autres acolytes, d'autres astronautes très très réputés, à cette mission. Ce qui est marrant, c'est qu'on nous détaille extrêmement bien et avec vraiment des détails, mais c'est ça, hein, des détails pointilleux, sans que ce soit trop scientifisé, vous n'êtes pas perdu du tout, c'est assez intelligent d'ailleurs. Mais vous avez plein d'explications sur les méthodes, les techniques, ou en tout cas elles vous sont beaucoup montrées, tel arsenal, tel ustensile, ou telle combinaison allons-nous mettre, etc. Et bizarrement, vous comprenez évidemment tout l'aspect matériel, il n'y a pas de problème. Concrètement, on comprend pas où ils vont, on comprend pas trop ce qu'ils vont y faire. Ce qui est un peu dérangeant parce que des fois vous avez le personnage de Matt Dillon, qui interprète donc un astronaute américain, qui à un moment balance une phrase à Eva Green, et du coup c'est bizarre parce que le message, vous allez le comprendre, est peut-être un peu erroné du fait que le film n'arrive pas toujours à être spécialement clair sur, certes des détails, mais ça rend des tirades un peu foiré quand même, il faut dire des choses. C'est-à-dire qu'à un moment, il parle avec Eva Green et il parle de chacun de leurs enfants. Et Matt Dillon est en train de raconter sa vie et dit oui, là là, mes enfants, ils ont réussi à se baigner dans leur piscine, dans notre jardin en décembre. Ah, le réchauffement climatique. Bon, alors dit comme ça, et c'est ce que j'ai pensé d'entrée de jeu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette tirade? Ça sort de nulle part. Il fallait caser le réchauffement climatique à ce moment-là, pas spécialement. Alors après, je me suis questionné, parce que j'avais entendu, en effet, et écouté qu'au début du film, ils étaient expliqués un petit peu les enjeux de cette exploration, blablabli, blabla chouette. Mais pourquoi ils s'en vont? C'est un peu la question. C'est-à-dire que le film, lui, se préoccupe de... Ah, c'est pas féministe, mais en soi, bon, Eva Green est est un astronaute, c'est une femme. À côté, vous avez deux autres personnages, donc un américain et un russe, qui ne se crèvent pas le chignon, donc merci, ça fait toujours plaisir. Et du coup, vous voyez les différences entre un astronaute mâle et une astronaute femme, on va dire comme ça. Et c'est plutôt bon, mais disons que vous comprenez pas très bien ce qu'ils vont faire. C'est un peu embêtant, c'est qu'on comprend pas leur finalité. Alors que c'est pas la finalité du film, hein, évidemment, c'est la finalité des personnages, de leur mission, certes. Mais c'est bizarre, c'est-à-dire oui, la finalité du film, vous l'avez compris, les relations entre les gens, les relations avec la famille, les relations avec un tel et un tel, d'accord. Mais pour autant, pour encadrer peut-être un petit peu cette idée, cette émotion qui existe dans le film, avec une réalisation d'ailleurs très sobre, très sage, qui part pas dans plein d'extravagances parce qu'elle décide de rester assez naturelle, réalisation assez téléfilmique en soi, ce qui n'est pas un problème, ça confère une dimension beaucoup plus intimiste, ouais c'est ça, entre la mère et la fille, qui ont quelques scènes ensemble, pas tant que cela, et ils n'en ont pas fait trop. Je comprendrais que certaines personnes en aient quand même l'impression, si vous avez vu le film, vous pouvez vous dire qu'il y a, allez, deux scènes où bon, ça paraît un peu lourdingue, mais ce n'est là que pour appuyer la thématique vraiment d'une mère qu'on arrache, enfin, qui s'arrache elle-même de sa fille, mais qui veut à la fois accomplir sa mission, sa passion, et sa vie aussi, et la réussir, et surtout faire ce qu'elle a envie de faire, même si en même temps elle est un peu tiraillée, etc. etc. Bon, voilà. Ensuite, les astronautes mâles, mais ça fait un peu bizarre de parler comme ça, les hommes... Bon, on comprend que leur famille va leur manquer, mais vite fait, c'est un peu bizarre quand même. C'est-à-dire que comme si avec les femmes qui se préoccupaient de leurs enfants, qui vont peut-être plus jamais revoir, bon, c'est un peu bizarre là-dessus, mais passons, c'est pas non plus caricatural du tout, parce qu'après il y a des réciprocités intelligentes, qu'elles soient justement sur les relations familiales, sur les échanges culturels. C'est astucieux d'avoir pris justement un astronaute français, donc Eva Green, Matt Dillon, à savoir l'astronaute américain, et le troisième larron, parce que c'est un triumvirat en gros, l'astronaute donc russe, parce qu'ils sont censés avoir cette barrière linguistique, bon même si bizarrement tout le monde parle très bien français, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est un film français en même temps, mais en tout cas, du coup, c'est astucieux de jouer sur les langues, parce que pour certains jargons scientifiques, ils s'expliquent entre eux de quoi ils parlent, ou justement, pour expliciter certaines thématiques, ils vont un petit peu se questionner. C'est-à-dire que ce sont des questions bêtes, si vous voulez poser entre personnes qui se comprennent très bien et qui parlent la même langue, mais entre des personnes qui ont donc des difficultés linguistiques, parce que là, c'est un peu la foire au
au plurilinguisme, pardon. Voilà, tout bêtement. Et du coup, c'est pas mal, parce que c'est vrai que voilà, quand vous avez le russe qui dit ah oui, alors. Bon, je m'appelle Dimitri, mais je suis pas russe, hein, mais. Oui, alors, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut le poser où, ce machin? Mais qu'est-ce que c'est? Après, t'as l'autre qui répond en français ah, bah c'est si, c'est ça. Puis t'as l'américain qui fait oh yes! Bon, j'exagère un peu, mais voilà. Bon, ils sont pas idiots non plus, là, je les caricature quand même sacrément. Mais comme des fois, ils sont un peu perdus, tu comprends mieux la relation qu'ils ont, qui au début assez distante, et qui va vraiment, bon, naître de cette grande aventure, une sorte de, oui, de rapprochement et d'amitié, oui, une sorte d'amitié, en laquelle tu crois excellemment, et même si le film, du coup, regorge de nombreuses simplicités, ou peut-être que parfois il est un peu fade, ou qu'il est un peu défectueux, certes, j'en conviens largement. Il y a certains personnages qui sont un peu en trop, bizarrement, ou qui sont drôles, mais qui n'ont pas du tout vocation à l'être. Enfin, peut-être que c'est moi qui délire un peu trop et que je suis un grand enfant encore, c'est fort probable également, mais voilà. Mais en tout cas, sur l'émotion, même si je n'ai pas versé de larmes du tout, mais j'ai été vraiment pris, j'ai été captivé par moments, vraiment, je ne pouvais plus quitter l'écran de mes yeux, enfin mes yeux ne pouvaient plus être autre que rivé par l'écran. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, et le film se termine aussi absolument au bon endroit, je dirais. Si vous connaissez Tintin et Objectif Lune, que j'ai ressorti d'ailleurs pour l'occasion pour revoir quelques passages, c'est très marrant parce que justement dans ce tome, en gros, vous avez bon Tintin et toute sa clique qui vont partir en fusée. Et l'épisode se termine sur le coup de la fusée. Vous découvrez la suite des aventures de Tintin et de Capitaine Haddock et de Milou, et etc., etc., dans le tome de BD suivant. À savoir, on a marché sur la Lune. Voilà. Ici, je ne vous dirai pas à quel endroit le film s'arrête, Proxima, quel est le découpage précis, mais à mon avis, je pense qu'il est extrêmement astucieux, c'est pour ça que je fais un petit parallèle pour les personnes qui ont vu Proxima, ça vous parlera. Pourquoi je vous parle de Tintin, je pense que vous percuterez, tout bêtement. Voilà, je ne vais pas spoiler Tintin non plus, ni Proxima, donc je n'en dis pas plus, tout bêtement. En tout cas, franchement, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, car je vais aller lire, hein. Ciao, à la prochaine, non, je plaisante, évidemment. En tout cas, je ne vais pas vous quitter comme ça. J'étais très content de vous proposer cette première vidéo de l'année 2021 pour vous parler de films de 2019 et une vidéo, vous l'avez compris, qui a été à la fois tournée en 2020, fin 2020 et début 2021. Ce qui est peut-être un petit peu confus dans votre esprit, je vous comprends fort bien. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de nouveau une très bonne année 2021, j'ai failli dire 2020, les mauvaises habitudes. Et en tout cas, je vous informe d'ailleurs, au passage, avant de vous laisser, que je m'occuperai dans quelques semaines, mais pas de presse du tout, honnêtement, du bilan que je vous proposerai sur les films de 2020 que j'ai vus depuis ces derniers mois, tout bêtement. Pas de presse, mais ça arrivera un jour, voilà. Faut pas être pressé, mais il y aura d'autres vidéos d'ici là, à n'en pas douter. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine! Attention, nous nous envolons!